Bienvenue, mesdames, messieurs. Une presse portée vers les pouvoirs d'argent, peu professionnels, quelquefois en roue libre dans l'amateurisme. Ils sont nombreux, les Béninois, à ne plus pouvoir supporter le supplice pour longtemps, visiblement, au premier rang des déçus des produits de presse au Bénin, le premier magistrat, Patrice Talon. Il rêve désormais d'une presse professionnelle. Auront été mandatés pour mener à bien une telle mission les nouveaux conseillers de la HAC, 6e mandature. Dans leur main, un cahier de charges aux lignes directives qu'il n'est plus besoin de rappeler par ici. Sortir la presse béninoise de l'amateurisme et de la vénalité. La HAC en territoire conquis ou sur un terrain glissant. Le débat, mesdames, messieurs, c'est tout de suite et maintenant. Sur ce plateau, déjà, en notre compagnie, un consultant média de renom, un gros consommateur de produits de presse. Georges Amelon à ma gauche, journaliste, consultant maison et consultant média. Voilà, il fut précédemment directeur général de l'ORTB, Office de radio et de télévision du Bénin. L'homme n'est plus à présenter. Georges Amelon, bonjour. Bonjour, Joël Etonli. Et merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. En face de lui, Dieudonné Lokosso, panafricaniste, très porté vers les questions de liberté et de droits humains. Il fut précédemment secrétaire général de la CSA Bénin, la Confédération des syndicats autonomes du Bénin. Dieudonné Lokosso, bonjour. Bonjour, Joël. Et merci d'être là à nos côtés. Tout le plaisir est pour moi. Le plaisir est partagé. Un quatrième pouvoir, mesdames, messieurs, de plus en plus méconnaissable au Bénin. Patrice Talon voudrait voir la presse béninoise sortir enfin des sentiers battus. Pratiquement 3 ans de collaboration depuis son avènement au pouvoir. Les signaux envoyés, c'est dire par les médias, sont rouges et pourraient conduire tout un État dans le décor. Il faut arrêter la saignée, et le plus tôt possible. Les mots en pronom, en croit le chef, amateurisme et vénalité. Pour les extirper, les ambassadeurs ont été tous désignés, les nouveaux conseillers de la HAC. Déjà, ils ont pris les commandes, et pour ne pas décevoir les attentes. Dieudonné Lokosso, j'ai bien envie de me retourner plutôt vers vous, consommateur de produits de presse. Ce diagnostic est fait par le chef de l'État, vous, autre consommateur, vous vous y retrouvez aussi? Bon, c'est une vérité qui crève l'œil. Une vérité qui crève l'œil. Ouais, le constat est réel, mais qui sont ceux qui poussent la presse à la médiocrité? On avait quand même une presse très équilibrée. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, vous avez des titres siamois, et moi, j'ai fait mon choix. Tous ces journaux-là, je les ai mis à part. Alors, donc, pour en arriver à ce diagnostic, on devrait nous faire un bilan exhaustif des actions ou des actes posés par la HAC sortante. Mais pour moi, ça a été... Cette HAC-là a été d'une médiocrité criarde à travers des actes qu'il a posés. Et si je prends le cas des journaux qui ont été fermés, et plus spécialement un journal qui n'est pas aux ordres, la Nouvelle Tribune, et que la HAC, qui est chargée de réguler, a signé parce qu'il aurait diffamé le chef de l'État. Mais lorsqu'on diffame quelqu'un, l'auteur est là. Même en France, les présidents assignent les journaux. Alors, il ne revient pas à la HAC d'assigner. En somme, comment en est-on arrivé là? C'est ce que vous voulez dire. Oui. Comment en est-on arrivé là? On fera ensemble le point. Pourquoi pas volontiers avec votre mission. Alors, Georges Amelon, un diagnostic tel présenté par le premier magistrat, un autre consommateur, mais un consommateur atypique. Alors, l'autre consommateur sur ce plateau dit qu'il n'y a pas de débat à faire. L'amateurisme est là, pas tant, vénalité aussi. Amateurisme, vénalité, les mots pour moi sont forts. Ils sont forts, mais pas exagérés. Il faut bien le dire. Quand on est de notre univers, il faut savoir regarder où se trouvent nos blessures, même si elles sont puantes. Mais il convient de dire aussi que dans cette atmosphère générale, les professionnels continuent d'exister.
Les professionnels continuent d'exister. Oui, il faut le dire avec force. Il existe encore des personnes dans notre profession qui ont le respect du travail qu'ils font. En fait, ce qui est apparent, c'est les contenus et qui déçoivent abondamment. Mais allez dans bon nombre de rédactions et vous trouverez autant chez les anciens que chez les jeunes, des gens qui ont envie de se battre pour que la profession existe, mais qui sont réellement phagocytés d'abord par ceux qui dirigent, qui pour la plupart doivent faire tourner une entreprise, donc recherchent l'argent, pour parler vulgairement, et il en découle la vénalité. Mais il faut bien dire une chose, comme on disait tout à l'heure, qui entretient la vénalité? Et partant, qui entretient l'amateurisme? Ce sont des questions de fond qu'il faut se poser. Et tant qu'on ne se les posera pas pour de vrai, il sera toujours facile de dénoncer. Mais je veux insister sur une chose. Oui. Les professionnels vrais existent encore dans nos organes de presse. Même si bien souvent on leur ferme la bouche, même si bien souvent ils doivent se taire et des fois regarder. Ils existent et on a l'occasion de les rencontrer. Mesdames, Messieurs, en somme, l'espoir est permis pour la presse béninoise. Mais avant d'en arriver à ce résultat, pour voir la presse rayonner sur toute la ligne, il faudra encore se regarder en face et se dire un certain nombre de vérités que nos invités sur ce plateau appellent. Comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce qui aura motivé et entretenu cet amateurisme? Dieudonné Lokossou, vous avez commencé par peindre un tableau. Oui, un tableau sombre, sans langue de bois. Je crois que, comme il a dit, on ne va pas jeter des discrédits sur tous les hommes de presse. Il y a des gens honnêtes qui respectent la déontologie. Maintenant, ce qui se passe, je dis que ça dépasse l'entendement. On ne peut pas être dans un pays comme le nôtre, un pays pas illettré, un pays où il y a des gens de bonnes mœurs et que l'on tombe dans des caniveaux. On lit des feuilles, vous avez envie de vomir. Moi, je souffre quand je vois que mon pays est versé dans cette vénalité-là. Et lorsqu'on me parle de vénalité, c'est l'argent facile. Et ça, c'est la corruption. Donc, peut-être que le président, il est allé un peu trop loin. Mais il a dit la vérité que nous, en tant qu'observateurs, on sait. Donc, il revient aux journalistes de sortir de ce travers et de prouver à ceux qui les utilisent et qui viennent encore les dénoncer, de leur prouver qu'ils sont réellement des professionnels. Ceux qui les utilisent, qui viennent encore les dénoncer. Oui. Vous voulez dire que le pouvoir public c'est le monde politique. Les acteurs politiques. Oui. Quand on vient ici, je ne sais pas pour vous jeter la fleur. Je suis libre, je parle aisément et je sors. C'est ici que moi, j'exerce ma liberté. Mais ailleurs, tu ne peux pas. Donc, les gens ne font pas la chose selon la conscience professionnelle. Quand tout à l'heure, j'ai parlé de la HAC, c'est une structure où le politique ne doit pas intervenir. Il est temps que les journalistes réfléchissent et que cette structure-là soit animée, dirigée par des journalistes. J'ai écouté le nouveau président qui a dit que lui, il ne va pas agir sous ordre. C'est bien beau de l'énoncer publiquement, mais on le prendra au mot d'ici à là. Alors, pour que je sois convaincu de ce qu'il a dit, il n'a qu'à rétablir la nouvelle République dans ses droits, que l'on cesse de brouiller une radio, que les gens écoutent, parce que cette station-là ne dit que la vérité, qui gêne. Alors, donc, on ne peut pas être dans un pays de droit où on vient brouiller une station radio et on ne connaît pas. Mais c'est comme si c'est des mercenaires qui sont venus, qui sont cachés quelque part, qui font ça. Si on faisait ça à l'ORTB, qui est la radio publique, est-ce que la situation va demeurer ainsi jusqu'à ce jour? L'ancien président de la HAC. Ensuite, la HAC est sous astreinte comminatoire. C'est une somme faramineuse.
est-ce que refuser de rétablir la nouvelle tribune dans ses droits, est-ce qu'on n'est pas en rébellion avec la justice? De grosses questions, oui, qui se posent. On n'est pas en rébellion avec la justice? En tout cas, le chef de l'État, en nous appuyant sur ces mots, ce qui est considéré aujourd'hui comme une lettre d'envoi à mission pour les nouveaux occupants du fauteuil au niveau de la HAC, et en écoutant aussi le président de la HAC, il faut espérer que vos doléances soient prises en compte. Mais alors, avant d'évoluer, j'aimerais bien me retourner vers vous, Georges Lamont. Et le consommateur a évoqué des sujets quand même préoccupants qui relèvent quelque part de la compétence de la HAC. Le cas Soleil FM, une chaîne de radio qui n'est plus à présenter, le cas Nouvelle Tribune, une décision de justice qui est tombée, ça traîne toujours. Je prends le premier. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une situation atténuante à cette HAC? En tout cas, si on s'en tient au propos du président sorti qui affirme avoir bien la volonté d'aller au-delà, qu'il n'y a pas de main politique, mais il se trouve que cette structure se trouve confrontée au problème de moyens financiers. Le ministre des Finances interpellé n'a pas pu trouver les moyens à mettre à disposition pour qu'on puisse d'abord repérer d'où vient le problème et ensuite solutionner. Le cas Nouvelle Tribune reste l'autre paire de manches. Le premier cas, Jean-Jean. Alors moi, je vous dirais tout simplement que moi, je ne crois pas à la bonne foi du président sortant de la HAC. Je reste convaincu, moi, que jusqu'à présent, nous n'avons jamais vu la HAC se saisir d'un cas d'un citoyen lambda qui aurait été égratigné par les médias. Pourquoi est-ce que quand il s'agit du chef de l'État, soudainement, le président de la HAC retrouve tout le zèle correspondant à la fonction peut-être, mais là, tout à coup, il s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour moi, si le président de la HAC devait jouer réellement le rôle qui est le sien, il devrait garder la balance égale, quel que soit le rang du citoyen qui est égratigné. Qu'il s'agisse d'un opposant ou du président de la République, qu'il s'agisse d'une autre institution ou d'une entreprise privée, quel que soit le domaine où le journaliste faute, la HAC, dans son devoir de régulation, devrait entrer en branle et pouvoir dire arrêtez. Mais quand on agit, quand on est mu que quand il s'agit du premier citoyen, il y a de la peine à faire penser qu'on a vraiment le souci de l'équilibre et le souci de la fonction qui est la sienne, le devoir qui est le sien. Et quand on parle de cette radio brouillée, mais M. Lokossou l'a excellemment dit tout à l'heure, j'imagine que ce soit l'ORTB, la radio nationale qui soit brouillée, ou que ce soit Radio Alafia, ou que ce soit Radio Paracou. Mais est-ce que vous croyez vraiment que la situation aurait perduré pendant aussi longtemps sans que ni la HAC, ni les pouvoirs publics en général ne trouvent quelque moyen que ce soit pour empêcher le brouillage en question? Personnellement, j'en doute. Voilà pourquoi je vous dis, et je vous le dis avec force, que je doute de la bonne foi du porte-parole de cette institution, de ce porte-parole sortant, qui, à mon sens, n'agit que, comme le dit M. Lokossou, dans le sens des intérêts du pouvoir. C'est mon point de vue sur la question. Le pouvoir voudrait voir une autre aube, une aube nouvelle pour la presse. Les nouveaux occupants ont été mandatés à mener à bien cette mission. Une presse plus libre, une presse indépendante. Ce sont les mots du chef de l'État à l'endroit des nouveaux occupants. Vous l'avez suivi, vous avez vu avec quelle ferveur ceci a été accueilli. J'ai souri en entendant le chef de l'État. J'ai souri pourquoi? Parce que je me suis dit qu'il était à même, et les députés qui sont les siens avec lui, de désigner des personnes réellement indépendantes à la tête de cette institution. Et pour remettre l'institution dans le droit chemin, dans son rôle de protecteur et de veilleur sur la qualité de la liberté de la presse et des médias dans notre pays, quoi de mieux que d'aller chercher d'abord des spécialistes de la question, des personnes qui s'y connaissent vraiment, donc des professionnels, mais des personnes
reconnus pour leur indépendance et leur intégrité. Ça existe. On n'a pas besoin de faire de grandes enquêtes pour trouver ces personnes-là et les positionner et leur confier la mission en question. Alors bon, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui ont été désignés, mais pour le moment, je ne les regarde pas comme des spécialistes de la question. Et je ne vois pas en quoi je pourrais être assuré de leur intégrité et de leur indépendance, si tant est qu'ils ont été désignés de façon discrétionnaire par des personnes qui, jusqu'à présent, à mon sens, n'ont pas fait grand cas des libertés dont nous parlons, de l'indépendance dont nous parlons. Alors, envoyer des gens en mission, d'accord. Le principe est retenu et nous sommes tous partants pour que notre presse soit plus professionnelle, moins vénale, indépendante, libre et tout ce qu'on veut, comme le voudrait un État démocratique. Mais nous l'avons dit tout à l'heure, où se trouvent les corrupteurs? Où se trouvent les influences négatives sur notre presse? Parce que les médias chez nous, il faut le dire, c'est les médias publics, mais c'est également les médias privés. Et dans d'autres temps, nous savons très bien comment les dirigeants de ce pays ont œuvré pour que on reconnaisse de l'indépendance à l'ORTB ou à la Nation, par exemple. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, ce ne soit plus le cas? Les mêmes dirigeants d'antan avaient œuvré pour que nous ayons une presse sans doute foisonnante, des fois à la limite même de l'insolence, mais qui était bien plus indépendante que ce qu'on a aujourd'hui. Alors comment se fait-il que nous en soyons arrivés là? Et comment se fait-il qu'après 3 ans, le régime actuel n'ait pas pu retrouver les leviers sur lesquels avait agi le régime du président Kérékou, par exemple, pour que nous ayons une presse de plus grande qualité? Pour moi, la question continue à se poser. Il faudrait tout simplement, véritablement mettre le débat sur la table publique pour que chacun s'en saisisse et qu'on y réfléchisse pour de bon. Pour moi, ce n'est pas parce qu'on a nommé quelques personnes de son choix à la tête de la HAC qu'on peut les envoyer sur cette mission et là, il les fait réussir. Pour le moment, j'estime qu'on se paye de mots, mais que les actes qui doivent arriver au but qu'on s'est fixé, aux objectifs qu'on s'est fixés, ne sont pas encore là. Alors, désolé, lorsque le professionnel des médias parle en ces termes, ma voix elle est devenue toute petite, mais j'essaie de la retrouver. Ne lui dites pas que vous pensez la même chose que le professionnel. Ben, lui, c'est un professionnel. Et moi, je suis pas... Le consommateur a encore des raisons d'y croire. Moi, je pense que l'institution est régie par un statut ou des statuts et un règlement intérieur. Des textes de loi. À partir de ce moment, on n'a pas besoin d'assigner une mission particulière aux gens. Mais les dérives que l'on rencontre, les responsables se connaissent. Ils sont dans l'ombre, ils sont visibles. Alors, lorsque vous allez dans une rédaction, par exemple, et on vous écrit, on vous envoie les machines, on vous dit, c'est ça qu'il faut faire. Il faut mettre tel titre. Ce n'est pas franc, ce n'est pas bon. On est en train de prostituer une noble profession. En France, vous avez des journaux de gauche, des journaux de droite, des journaux de centre. Mais ici, il y a des journaux indépendants. Ici, comment nous allons classifier les machines, les journaux? Le seul têtu qui est lu, qui est apprécié, vous avez vu le sort qui lui est réservé. Et jusque-là, la HAC n'a pas levé la mesure. Est-ce que nous serions tombés, parce que le président même a dit qu'un État qui ne respecte pas les décisions des justices est un État voyou? Serions-nous en train de retomber dans un État voyou? Tout ceci s'est passé sous un mandat donné. Vous avez un autre mandat qui est en cours, qui vient de prendre fonction. L'administration, c'est une continuité. Voilà, donc est-ce qu'il ne faut pas attendre un peu c'est une continuité. Avant de tirer les conclusions? Non. On a tellement... Le Béninois libéré sous Yahi Boni, sous le président Yahi Boni, a été fermé. Il a fallu que ce régime-là arrive pour que le Béninois libéré retrouve sa liberté. Donc, moi, lorsqu'on ferme un journal, lorsqu'on interdit un journal
publication, c'est une restriction drastique des libertés. Donc, moi, je ne peux pas attendre que des gens aient des tests devant eux qu'ils doivent appliquer conséquemment et qu'on dise qu'on leur assigne une mission. La mission, c'est pour fermer les journaux. La mission des professionnels qui sont là, qui se fourvoient, qui écrivent ce qu'ils veulent ou qui font la volonté du prince. On ne peut pas attendre. Il n'y a pas de changement. Lui, il a parlé de professionnels. Pourquoi les structures qui ne désignent pas les professionnels, les gens du métier, les gens qui ont la main? On va prendre des halogènes pour venir coiffer. Vous aurez toujours les mêmes résultats. Quand René Dossa avait été président, lui, c'est un journaliste. Quand il a été président de la HAC, on a vu. Après lui, bon, les choses ont commencé par se dégrader. Et aujourd'hui, on est tombé très bas. Il faut aller à l'extérieur pour entendre des gens. Moi, je reviens de Genève. Comment notre démocratie est appréciée. Ben, si vous entendez ça, ben ça vous donne vraiment... Je ne sais pas ce que je vais dire. Oui, la presse a un rôle certain à jouer pour redorer aussi l'image de la démocratie béninoise en difficulté. Pour le chef de l'État, il faut alors œuvrer pour le pluralisme des opinions et surtout la libre expression. Là, ça reste un vœu partagé par le grand nombre. Lorsqu'on sait que le Bénin a traversé des moments difficiles, là n'est pas encore sorti d'ailleurs depuis l'annonce de ces élections législatives, tout ce qui va avec, une crise toujours là qu'on essaie de régler, et que le chef de l'État face à cette institution va sur un point comme celui-là, Georges Amelon. Est-ce qu'il ne faut pas là se donner une petite once d'espoir pour voir les choses aller dans un autre sens? Vous savez, nous, professionnels, oui, nous sommes payés pour être sceptiques. C'est vrai. À partir de ce moment-là, ce que nous demandons au chef de l'État, des actes, c'est de poser les actes qui prouvent sa bonne foi, qui prouvent qu'il est prêt à la liberté des médias, qu'il est prêt à ce qu'ils exercent totalement leur indépendance. Et à partir de ce moment, qu'il demande aux hommes qui le servent, par exemple, de cesser d'agir comme ils agissent aujourd'hui. Ce n'est un mystère pour personne qu'aujourd'hui, beaucoup de médias sont tenus par des contrats qu'ils ont avec le pouvoir en place. Nous avons vu circuler des lettres de cadrage, comme on les a appelées. Quand ce genre de choses existe et que vous ne les supprimez pas, comment vous pouvez parler de liberté? Loin de moi l'idée de dire que le pouvoir ne peut pas faire de la communication. Mais la communication est une chose, l'information en est une autre. Et il faut simplement baliser le terrain pour que les deux existent, cohabitent, mais sans que l'une ne prenne le pas sur l'autre. Quand on résout l'ensemble des médias à la communication, qu'on les tient et qu'on les oblige à ne faire que ça, à l'inverse de tout ce qui peut être justement critique, parce que ce n'est plus de la communication mais de l'information, eh bien, et tout naturellement, on ne peut plus parler aujourd'hui de liberté ou d'indépendance. En vérité, aujourd'hui, quand il se trouve qu'un événement se produit à Cotonou, mais que l'ORTB, la télévision nationale, qui devrait être la référence en la matière parce que service public de l'information, l'occulte délibérément, mais est-ce que vous pouvez me parler de liberté? Le premier magistrat, par le biais du ministère qui coiffe l'ORTB, devrait être le premier à demander des comptes sur la qualité de l'information qui passe à la télévision, si tant est qu'il veut de la liberté et de l'indépendance. Je ne l'ai pas vu à ce jour. Et quand c'est la même chose que nous retrouvons un peu partout dans les journaux et que majoritairement aujourd'hui, les journaux encensent le pouvoir public, pour moi, je ne peux pas parler de liberté et je ne peux pas parler d'indépendance. Mais allons plus loin. Le président a fait
allusion au numérique. Il y a ces journalistes qui aujourd'hui ce sont... Je reviens là-dessus en deuxième position. Je voudrais bien demander aux consommateurs leur Dieu donner le coût. Sincèrement, aujourd'hui, puisqu'on parle d'actes, vous réclamez tous des actes pour être rassurés. Alors, s'il y a des actes qu'on doit poser en urgence pour rassurer de ce que désormais c'est une ère nouvelle qui s'ouvre sur la presse, à quoi auriez-vous pu... Non, c'est pas parce qu'on a installé d'abord lorsqu'il y a une entrée, il y a toujours une sortie. Forcément. Les gens ne doivent pas oublier ça. Donc, pour entrer, vous allez finir un jour. Et les yeux vous regardent. Ça dépend de comment vous avez mené les activités liées à votre charge. Alors, donc, ce n'est pas parce qu'on a une nouvelle hack que, de facto, les choses vont changer. Parce que quand vous avez la presse, est-ce que vous-même, en tant que vous êtes fier lorsque tous les journaux font l'apologie d'un système? Il n'y a pas de critique. Quand je reviens toujours sur le cas de votre collègue de la Nouvelle Tribune. Oui. Mais c'est des opinions que des gens ont émises. Et il n'a fait que reproduire ça. Il n'y a même pas eu avertissement. On ne l'a même pas interpellé. Et puis bon, c'est le tribunal. Comme il a dit, mais moi, quand je suis diffamé, j'ai assigné des journaux ici et j'ai gagné. Mais pourquoi? C'est lui qui est... La RAC est là. C'est dans ses attributions que lorsqu'on attaque le président de la République, il faut qu'il assigne un journal. Donc, moi, je crois qu'il y a des déviances. Et comme je l'ai dit, les gens, quand on parle de vénalité, c'est quand la vénalité va cesser que vous allez voir que les journaux vont trouver leur indépendance, ils vont continuer. Mais votre confrère de France, Mediapart ou bien comment, mais il dénonce des gens et les gens vont en procès. Et le président qui est parti avant Hollande là, Nicolas Sarkozy. Sarkozy, mais c'est Mediapart qui a dénoncé les actes qu'il a posés, les actes de corruption avec le président libyen qu'on a fini par assassiner. Et aucun chef d'État africain n'a réagi. Donc, moi, le changement, c'est un changement de façade. Tant que la presse ne va pas faire l'effort pour acquérir son indépendance, mais en France, est-ce qu'il y a des contrats? On peut faire des publi-reportages une fois en passant. Mais on ne va pas assister à la même chanson, les mêmes titres tous les matins, et puis bon, ça continue, c'est un mauvais train-train. Donc moi je crois que nous avons on a fait l'état des lieux de la presse. Ça a donné quoi? C'est rangé au placard et les gens, ils sont poussés. Et puis, le chef de l'État est entouré des professionnels, des médias rompus à la tâche, mais qui sont là et ils voient ça et ils sourient, qui ont fait de grandes écoles, j'en connais, qui ont devoir de vérité. Vous les avez vus sourire? On peut sourire, on peut sourire. Quand vous accomplissez votre mission, la mission qui vous est assignée, et c'est bien, vous n'êtes pas grondé par le chef, mais vous êtes satisfait, vous allez sourire. Donc moi je pense que... urgence, quelques actes phares que vous pensez qu'on devra poser pour rassurer les consommateurs. Pour rassurer, que vous êtes, oui. Il faut que on finisse avec les contrats. Parce qu'avec les contrats, vous avez les mains liées. Je ne sais pas si vous en avez ici. Parce que je vois... Il n'y a pas de contrat. Je vois ceux qui passent ici. C'est tout le monde qui passe. Les opposants, les non-opposants, ceux dont le langage ne plaît pas et qu'on leur colle le machin de l'opposition. Mais tout le monde passe ici. Mais moi, je suis pratiquement interdit d'antenne. Ce n'est pas vous. J'espère que vous ne mentez pas. Non, non. Mais, comme il interdit d'antenne au Bénin? Non, on n'a pas besoin d'écrire. Mais si on vous passe les consignes, vous avez quand même la liberté d'inviter qui vous voulez. Quand je veux venir ici, personne ne peut me dire pourquoi il vient ici.
Votre télévision, elle est privée, mais elle est publique aussi. Vous invitez qui vous voulez. Donc on ne vous impose pas. L'accès soit libre à tous. Qu'il y ait un accès équitable, comme l'a dit. Mais comment est-ce que dans une station publique, vous ne voyez que toujours les mêmes têtes, les mêmes personnes? Il n'y a pas de contradiction. C'est la contradiction qui nourrit la démocratie. Merci. Tant que ça va être le monopole exercé de façon astucieuse, on a tué la presse. Voilà. Ok, que la presse vive le plus longtemps possible, durablement, et joue son rôle de quatrième pouvoir. En tout cas, à suivre le chef, ça reste une préoccupation plus que partagée à son niveau. Georges Amelon, vous l'avez suivi, il a regretté que les grands médias, lentement mais sûrement, semblent être phagocytés par une autre aube nouvelle qui s'impose maintenant aux professionnels des médias. Il s'agit de l'avènement des réseaux sociaux. J'ai senti comme si vous avez un petit complément avant d'arriver à ma question. Je vous laisse la parole. Oui, mais moi je ne crois pas que les réseaux sociaux, le numérique, comme on l'appelle de façon triviale, soit un obstacle aux médias traditionnels. Bien au contraire. Pour moi, les nouveaux médias sont une chance pour ceux existants. Pourquoi? Si vous avez la possibilité aujourd'hui d'émettre au Bénin par les canaux normaux, traditionnels, mais également d'être sur le net, votre auditoire s'agrandit de façon considérable. C'est sûr. Alors à partir de ce moment-là, pourquoi ce serait un handicap que le numérique vienne au secours des médias traditionnels? Mieux, les réseaux sociaux aujourd'hui ont la latitude de donner la parole à ce qu'on appelle de plus en plus le journaliste citoyen. L'homme lambda qui se lève, qui donne de l'information sans la traiter comme il se doit et qui la répond comme il veut à travers différents forats et tout ce qu'on veut. Mais sachez-le, l'éducation du citoyen se fait aussi à l'aune de ce qui lui est offert. Et à partir du moment où le citoyen a accès à WhatsApp, à Facebook et à tout ce qu'il veut, il se retourne aussi vers les médias qui lui paraissent des références pour rechercher la vérité. Alors, a priori, les médias traditionnels, s'ils décident de faire réellement ce qu'il faut, au contraire, existeront toujours comme étant des références, justement, comme étant ceux où se trouvent les professionnels, ceux qui connaissent le maniement, le traitement de l'information et qui sont capables d'apporter aux citoyens et à la communauté l'information vraie, pas celle qui circule sur WhatsApp ou sur Facebook. En réalité, ouvrir le champ de l'information par le biais des réseaux sociaux et de tout ce qu'on veut n'est pas nécessairement un mal, d'autant plus que les personnes qui fautent par ces biais-là peuvent en répondre, on le sait. Alors, de la même façon, le professionnel peut très bien se servir de ces différents canaux pour élargir son audience, mais en produisant des contenus de grande qualité, ce qui ne lui donnera que plus de crédibilité. À partir de ce moment-là, pour moi, il n'y a pas d'antinomie entre les uns et les autres types de communication par les médias. Il y a simplement que les pouvoirs publics aujourd'hui chez nous doivent prendre en compte cet enjeu-là que souligne le chef de l'État et justement agir pour que les références existent. Tant qu'ils sont préoccupés par le fait que les médias traditionnels doivent continuer à jouer leur rôle d'informateurs, d'éducateurs au sein de la nation. À partir du moment où, par exemple, à l'ORTB, le pouvoir public donne les moyens d'être un organe puissant, mais également un organe de référence professionnelle, eh bien, l'ORTB jouera le rôle qui est le sien. Il faut tout simplement, à ce moment-là, que le pouvoir public accepte que les médias constituent un véritable miroir, le miroir de la société, celui dans lequel on voit ses qualités, mais également ses tares. Mais si le miroir doit être déformant, si on doit occulter les tares et ne montrer que les qualités,
eh bien, le miroir ne dit plus la vérité, et croyez-moi, le citoyen lui-même le sait. Il y a tout simplement à réfléchir sur ce que doivent être d'abord les médias publics, les médias du service public. Nous les connaissons, l'ABP, la Nation, l'ORTB. Qu'en fait-on au service de la Nation? Le débat, il mérite d'être mené. Et il mérite d'être mené parce qu'aujourd'hui, pour moi, des questions de fond se posent. On a parlé de la HAC tout à l'heure, c'est elle qui propose la nomination des dirigeants de l'ORTB. Pour moi, un certain nombre de décisions sont à prendre au niveau des médias du service public. Pour leur indépendance, déjà, il faudrait accepter, que le pouvoir public accepte qu'ils ne dépendent plus d'un ministère. Plus. Ils ne devraient plus dépendre d'un ministère. La BBC, en France, en Angleterre, ne dépend pas d'un ministère. Et pourtant, elle fait le travail qui est le sien au service du public. Il faut donner cette autonomie-là aux médias du service public. Et de ce fait, accepter que leurs dirigeants, par exemple, ne soient plus nommés par le chef de l'État, mais par exemple, tout simplement par... Élection. Non, pas nécessairement, même par la haute autorité, qui devrait être une institution de contre-pouvoir. C'est comme ça que le Constituant l'a prévu. Si retrouve ses attributs. Si la haute autorité est vraiment une institution de contre-pouvoir, au moment de désigner les dirigeants du service public, elle tiendra compte d'autres paramètres que des paramètres politiques, ce qui est bien entendu le cas aujourd'hui. L'autre chose qu'il faudrait, c'est que les médias du service public, par exemple, soient suffisamment autonomes. Aujourd'hui, on vous dit, et je l'ai entendu une fois depuis que je suis à l'ORTB, que l'argent est donné par le pouvoir exécutif et que par conséquent, nous devons obéir au pouvoir exécutif. L'argent est donné par le pouvoir exécutif, par conséquent, obéir. Oui, mais l'argent qui est donné, il ne vient pas de la poche de l'un des membres de l'exécutif. C'est les citoyens qui cotisent et qui entretiennent les médias du service public par conséquent. L'argent qui leur est remis au nom des citoyens pour les missions qui sont les leurs. Alors, pourquoi faudrait-il nécessairement que ça passe par le ministère des Finances? Comme l'Assemblée nationale, il se pourrait que l'ORTB, la Nation, l'ABP soient complètement indépendants, que leur budget soit voté à l'Assemblée nationale, comme c'est le cas de la BBC. Si nous voulons l'indépendance des médias, si nous voulons avoir des médias de référence, si nous voulons leur liberté et leur intégrité, il faut commencer par là. C'est le regard du consultant média, autant d'éléments qu'on pourrait intégrer pour espérer aider la presse à redorer son blason. Mais Dieu donné le consommateur que vous êtes, ne trouvez-vous pas que ces nouveaux médias, comme on les appelle traditionnellement, constituent un autre handicap à l'émergence des grands médias, des médias classiques? Lorsqu'on ne trouve pas la vérité au niveau de ceux que vous appelez les grands médias, moi je suis un accro des réseaux sociaux. À vous? Ah oui. Vous ne craignez pas d'être mené en bateau? Non, pas bon. Mais ici aussi, on est mené en bateau. On est mené aussi en bateau. Donc, il a dit quelque chose de très important. Et je reviens un peu là-dessus. Mais l'ORTB, les organes de machin public, de service public doivent accepter tout le monde. Même le paysan qui a une opinion à émettre. Et non que le pouvoir ait un monopole. Moi, je me souviens, comme si c'était hier, comme aujourd'hui, que sur l'ORTB, des politiciens dirigés par le président Bruno Amousso ont marché pour revendiquer la parole. Mais c'est bizarre qu'eux, ils soient autour du président Talon aujourd'hui, que les gens n'y aient pas accès équitable. Ce qu'ils ont revendiqué hier, pourquoi ça ne se passe pas aujourd'hui et ils se taisent? Donc, vous voyez. Donc, moi, il y a une hypocrisie collective lorsque quelqu'un vient et on a ses intérêts, même s'il fait mal, on se tait et on dit continuons. Et on continue dans le mauvais sens. Mais si c'est ça, en France, vous avez le canard enchaîné.
l'humanité, la libère, mais on aurait déjà procédé à leur auto-da-fé. En tout cas... Les gens continuent toujours pas à dire, pas à critiquer. Mais les critiques, quand ce n'est pas... On ne verse pas dans la diffamation, quand ce n'est pas de la malveillance, ça peut aider à redresser. En tout mais cas, lorsqu'on le chef, pense toujours que le président est un bon Dieu, qu'il faut adorer, qu'il faut magnifier, mais il peut toujours verser dans les erreurs. Et de sa bouche, il a dit qu'il ne veut pas être déifié, il ne veut pas être applaudi. Qu'on le juge à l'aune de ses réalisations. Dieudonné Lokosso, là, on tire un peu vers la fin, parlant de cette émission. Le chef a parlé quand même d'une situation que sans doute vous connaissez aussi, les conditions des professionnels d'Mbithia. Il faut les améliorer. Il faut améliorer les conditions de travail des gens. Là, il n'y aura plus de vénalité. Il faut mettre les fonds. Et il faut une certaine indépendance. Il faut mettre le journaliste à l'aise. Donc, moi, je crois qu'il ne s'agit pas seulement de sortir des paroles. Il faut poser des actes. Et comment les gens qui viennent à la télé, je ne connais plus leur prime d'habillement. Il a fallu des années de combat pour qu'on leur octroie des primes d'habillement. Quand vous voyez, moi je suis arrivé sur votre télévision et sur TV, le truc de l'extérieur. Quand on voit les journalistes, on sent quand même que c'est des journalistes. Mais des journalistes qui vivent mal, qui sont incapables même de tenir leur foyer. Mais c'est un problème. Donc on mise sur la misère des gens et on les corrompt. Et la corruption est interdite ici. Alors lorsqu'on ne met pas de vénalité, il n'y a pas autre chose que la corruption active ou passive. En tout cas, le chef de l'État on n'a qu'à corriger tout ça. Ok, c'est entendu, oui, Georges Ablon. Le chef de l'État pense, lui, qu'il faut penser à ces professionnels eux-mêmes dont les conditions, pour lui, ne sont pas du tout des plus réjouissantes. Il n'a pas tort d'en faire le constat. Mais moi, je voudrais que le président rejoigne le candidat qu'il a été. De quel point de vue? Et tout le diagnostic qu'il avait fait sur les médias à l'époque. J'aimerais bien qu'il y revienne, qu'il relise son programme de l'époque et qu'il en revisite les grandes lignes au besoin. Parce qu'il me semble qu'on s'en est bien éloigné. Je voudrais dire en ce qui concerne les conditions des journalistes, elles sont mauvaises. Et vraiment mauvaises, chacun d'entre nous le sait. Mais je me retiens toujours de faire un lien entre les mauvaises conditions de vie de quelqu'un et la vénalité, la corruption dont parle Monsieur Lokosso. En vérité, on peut gagner des millions et être corrompu. On peut gagner des millions et être vénal. Le problème ne se pose pas. Le lien établi de façon aussi directe ne me semble pas toujours pertinent. Parce qu'en réalité, je connais des gens qui ne vivent pas bien, des professionnels qui ne vivent pas forcément bien. Je connais des professionnels à l'ORTB qui n'ont pas de voiture, qui continuent à aller à moto, mais qui ne sont pas vénaux pour autant, et qui se sont toujours refusés à toute forme de corruption. La vérité se trouve dans l'éthique personnelle. Elle se trouve dans l'éducation que chacun a reçue. Et si, au-delà de la personne du journaliste, des garde-fous sont installés au niveau de la rédaction de telle manière que, comme ça a été le cas pendant longtemps à l'ORTB Radio, personne ne puisse mettre de l'argent pour acheter un journaliste et l'obliger à aller dans un sens ou dans un autre, eh bien, si les garde-fous existent, la vénalité baisse. Les garde-fous, c'est la profession, c'est les normes professionnelles, c'est le faire en commun qui impose à une rédaction que les normes soient respectées et que même un chef ait du mal à faire dévier la ligne éditoriale. Même le chef. Bien sûr. Croyez-moi, je peux vous citer des anecdotes concernant la rédaction nationale où DG et ministres ont été tenus en échec par la rédaction simplement pour des raisons d'éthique professionnelle. Je pourrais vous raconter des anecdotes, nous n'en avons pas le temps. En vérité, le garde-fou dans une rédaction, c'est quand le sujet est mis au milieu de la table et que tous les professionnels peuvent en parler et décider du travail à faire, du traitement à faire de l'information. À ce moment-là, bien souvent, on échappe
à la vénalité. On échappe aux influences néfastes. Pourquoi? Parce que les normes, tout le monde les connaît. Alors si au rédacteur en chef, vous êtes prêt à dire à vos journalistes, on met les normes de côté, eh bien oui, vous pouvez faire dévier la ligne éditoriale. Mais si ce n'est pas le cas, qu'on le veuille ou non, les professionnels reviennent toujours d'une certaine manière à des normes qui existent et qui sont connues de tous. Le défi semble énorme, mais pas intenable. Manifestement, un peu de volonté, on pourra toujours y arriver. Tu donnes le Kossou sur la question, si vous devez conclure cette émission, que direz-vous? Il faut que la presse nationale retrouve ses lettres de noblesse, qu'on revienne à la profession. Simplement. Et qu'on évite de se laisser manipuler. Merci à vous et Georges Hamon. Je voudrais dire ceci. J'ai souvent témoigné, ayant travaillé à Radio France Internationale, qu'il m'est souvent arrivé de me sentir plus libre à la radio nationale qu'à RFI, journaliste. Ça veut dire que la liberté chez nous, l'indépendance, n'a pas toujours été un mythe. Ça n'a pas toujours été une quête qu'on ne peut pas, un Graal qu'on ne peut pas atteindre. Mais sachez-le, beaucoup de choses dépendent des hommes qui dirigent. Et les hommes qui dirigent aujourd'hui, malheureusement, ne donnent pas les signaux qu'il faut pour que notre presse cesse d'être amateur et vénale. Merci à vous, Georges Hamon, pour toutes ces contributions. Merci également à vous, Dieudonné Le Kossou, chers téléspectateurs. Merci pour la complicité. 100% Bénin pour le numéro du jour, on va s'en arrêter là. Et je vous rapporte cette citation que nous avons demandé du philosophe, essayiste et poète américain Ralph Emerson, que nous avons présenté hier. N'allez pas, dit-il, où le chemin vous mène. Allez au contraire, là où il n'y a pas de chemin. Et laissez-vous une piste pour les autres. C'est le mieux que vous puissiez faire à la nation et à la postérité. Merci pour la complicité et à très bientôt pour un autre plateau de 100% Bénin, toujours avec la même disponibilité. Au revoir.